Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente Anne-Marie Asselin. Je suis biologiste marine et cofondatrice de l'Organisation Bleue. Nous sommes fiers de vous présenter la deuxième édition hybride du festival La Semaine de l'Océan. C'est quoi la Semaine de l'Océan? C'est un phénomène canadien qui allie vulgarisation scientifique, art et créativité qui se tient du 1er au 8 juin. Aujourd'hui, c'est le 8 juin et c'est la journée mondiale de l'océan. On reçoit deux spécialistes sur la pollution plastique et deux entrepreneuses également qui œuvrent dans le milieu de la pollution, mais aussi pour trouver des solutions concrètes et innovantes. Elles sont les deux Québécoises, Rachel et Geneviève. Bienvenue. Allô! Bonjour tout le monde. Alors, état des lieux des berges du Saint-Laurent et de l'océan. On le sait tous, la pollution plastique semble nous submerger de plus en plus, au point même où au Québec, les opérations de nettoyage de berges se multiplient, au point même où les efforts de concertation semblent un petit peu être effectués en vain. La pandémie semble aussi avoir accentué la pollution du plastique à usage unique. On le constate un peu partout au sol, autant en ville qu'en campagne ou même sur le bord des berges. On retrouve vraiment beaucoup de pollution reliée à la pandémie sur les berges et au sol. Et pour moi-même, pour mon expérience personnelle, j'ai sillonné les mers du monde là, pendant plusieurs années. Et je constatais il y a déjà plusieurs années la pollution autant en mer que sur les berges, un peu partout sur la planète. Et c'est un peu, comment je pourrais dire, ça fait un effet assez choquant de constater cette pollution-là, mais vraiment d'essayer de la comprendre et pourquoi il y a autant de pollution qui se rend dans les milieux naturels. Pour moi, il y a plein de zones grises, puis il y a plein de mythes aussi qui existent par rapport à la pollution plastique. Est-ce qu'on peut vraiment traiter le plastique de monstre ou vraiment de matériel qui serait si mauvais que ça et si néfaste pour la société et la faune? Et est-ce qu'il y a vraiment des solutions qu'on peut mettre en place pour faire une différence? Parce qu'on dirait que 10 ans plus tard à en parler, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe au niveau du public, mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui travaillent à trouver des solutions. Donc, sans plus tarder, Rachel, parle-nous de toi un petit peu. Fait que oui, merci Anne-Marie. Fait que moi, je suis biologiste marine aussi comme toi. J'ai étudié pendant plusieurs années à l'extérieur de Québec parce que j'aime plus les environnements plus chauds. J'ai fait de la recherche avec des requins, les pêches durables, aussi les oursins de mer. Alors, je suis vraiment passionnée de l'environnement et de l'océan. Et en 2015, j'étais invitée à participer dans une expédition de juste des femmes pendant 21 jours, où est-ce que ça m'a complètement bouleversée ma pensée pour la protection des océans. Quand j'ai vu le dommage que le plastique faisait sur nos corps à nous, sur ma santé comme une femme et sur la surface, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en dessous. Et les plages, ça m'a vraiment impacté. Puis j'ai eu une idée après cette expédition de fonder une entreprise parce que comme scientifique, je me sentais comme un peu bloquée, que je ne pouvais pas créer quelque chose. Et normalement, je décompose les espèces et les chaînes écologiques, mais fait que c'est ça, c'était mon why un peu en arrière de l'entreprise. Fait qu'en 2019, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle The Green Stop, mais en fait, j'ai changé récemment pour O-Land, O''Land. Et nous, on crée des infrastructures réutilisables pour offrir l'eau, qui est un besoin essentiel, sans utiliser les plastiques à usage unique. Et on prévoit aussi comme pas juste offrir l'eau un jour, mais offrir plein de choses. Fait que l'idée, c'est un banc de recharge, une fontaine d'eau si on veut. Et aussi, maintenant, avec la crise, j'ai adapté pour faire des stations de lavage des mains ou un combo entre les deux pour les grands événements, les festivals, les parcs, les écoles, n'importe quoi qui a beaucoup de monde qui passe et utilise pour réduire l'impact de la pollution plastique. Merci Rachel, ça va être très intéressant. Geneviève, tu es designer et éco-conceptrice chez Éco-entreprise Québec. Tu es aussi co-autrice d'un rapport qui est sorti en avril dernier sur les éco-étiquettes des emballages dits biodégradables ou compostables. Parle-nous un petit peu de toi.
Oui, merci. Anne-Marie, je suis designer industrielle. Je suis chez Éco-entreprise Québec depuis 11 ans maintenant, donc dans l'univers des emballages, mais à la base spécialisée en conception de produits avec une démarche et une réflexion environnementale forte. J'ai atterri un peu dans le monde des vidanges après avoir travaillé dans l'univers du compost et de la sensibilisation environnementale. Et depuis une dizaine d'années, j'ai développé avec une équipe qui est en construction des outils, un programme de formation et d'accompagnement d'entreprise pour les aider à réduire à la source, à faire de meilleurs choix d'emballage, à s'attarder à cette question de l'emballage de plastique à usage unique. Et je dirais qu'après une dizaine d'années, on en arrive à des points de bascule où on se dit il faut aller encore plus loin avec les entreprises et vraiment pousser la remise en question de la mise en marché de certains produits, de certains emballages pour vraiment voir à quels besoins on veut répondre. Est-ce qu'il y a des façons différentes de le faire, un peu comme Rachel avec son entreprise. Et j'ai un pied à l'Université de Montréal depuis une quinzaine d'années aussi. Donc, je fais beaucoup de transferts de connaissances aux designers industriels en formation pour que ceux-ci aient les meilleurs réflexes une fois sur le marché du travail. Trop intéressant. Les emballages, les fameux, il y en a, on dirait, de plus en plus à l'épicerie. On a toutes sortes de chiffres, de façons de les nommer aussi. On a un peu l'impression des fois que c'est trop compliqué pour la réalité. En fait, comment on fait un peu de ménage pour le public là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment des enjeux de classifier le plastique, justement, Geneviève? Oui, ben c'est vrai qu'il y a vraiment toute une confusion. Quand on parle d'emballage en verre, ça semble assez clair. Quand on parle de métaux, au niveau des emballages, on a de l'acier, de l'aluminium. Mais quand on tombe dans les plastiques, ça peut devenir complexe. Donc, moi, je l'appelle le Far West un peu parce que quand on consomme des produits emballés, ben, chaque emballage est quasi unique à l'heure actuelle et ça part du choix de matériaux. Donc, quand on regarde les plastiques, ben, il y en a une variété et des fois, ils sont amalgamés. Donc, ce qui va rendre la récupération, le traitement de ces matières-là et leur recyclage difficile. Donc, c'est une des raisons pourquoi je dis, après plus de 10 ans, il faut pousser en amont, réfléchir quelles sont les bonnes résines pour les bons usages, faire des consensus ou des standards, parce que le plastique est un matériau qui est intéressant. Le problème, c'est qu'on l'utilise de façon courte, donc à usage unique. Et comme citoyen consommateur, on ne pose pas toujours le bon geste non plus, ce qui fait qu'on en retrouve sur les plages et dans nos écosystèmes marins. Très intéressant. Je sens quand même, à travers vos deux approches, deux idéologies différentes. Et c'est un peu pour ça qu'on vous réunissait aujourd'hui pour essayer de faire un peu le ménage là-dedans. D'une part, Rachel, le fondement de ton entreprise est vraiment la réduction à la source. Donc, en essayant d'éviter carrément le plastique à usage unique. Alors que Geneviève, d'un autre côté, un revers de la médaille, toi, tu travailles à faire des meilleurs emballages plastiques. J'aimerais ça vous entendre un petit peu, Rachel, peut-être. Est-ce que tu penses que la problématique est vraiment causée à la surutilisation du plastique et la solution résiderait vraiment dans la réduction à la source? Ben, c'est un peu de tout. Fait que, à la source, je dirais que la production de plastique pour les plastiques faits avec la plastique vierge doit arrêter ou doit réduire énormément pour les choses de plastique à usage unique. Quand cette discussion, quand je vais dire le mot de plastique, là, ça veut dire à usage unique. On ne parle pas des plastiques qui sont faits pour des autos, des matériaux dans les hôpitaux. Ça, c'est incroyable, le matériau, comme Geneviève a dit. On l'a besoin, c'était créé dans les années 50, puis ça a révolutionné notre vie. Ça a facilité notre vie. C'est la façon qu'on l'utilise. Fait que oui, je suis très d'accord de réduire énormément la production avec dépendant des fossil fuels. On sait très bien que ça vient de là. Mm-hmm. Alors oui, et un peu le recyclage, ben c'est toujours nécessaire parce que c'est le end of the line. Et c'est juste, on doit encourager vraiment le recyclage pour l'utilisation ou pour créer un marché pour le PET ou le plastique recyclable. Parce que sinon, ça va toujours, la plastique verte va gagner et le recyclage plastique recyclé va devenir quelque chose cher, impossible à trouver
Et là, on serait jamais en ligne pour la crise, pour sauver la pollution et réduire. Exactement. Si je peux me permettre, c'est vraiment ça. Il y a un enjeu en ce moment. Il y a des entreprises qui veulent adopter du plastique recyclé, mais l'industrie du plastique vierge est encore très forte. Donc, il y a une recherche de cette matière recyclée qu'on doit récupérer au maximum, traiter et réintroduire dans la fabrication pour essayer d'éviter le plus possible d'aller dans le plastique vierge. Mm-hmm. C'est la raison, Anne-Marie, comme tu le mentionnais, qu'entre autres, on s'est attardé à la question de l'emballage de plastique biodégradable et compostable parce que c'est une tendance en croissance et on a voulu voir, nous, ces emballages-là, s'ils sont déposés dans le bac pour la collecte des matières organiques, s'ils étaient bel et bien traités en parallèle de notre trognon de pomme et de notre plure de banane. Et on s'est rendu compte que ces emballages-là n'ont pas les temps de dégradation et de compostabilité qui sont équivalents à la matière organique. Donc, souvent, ils vont être retirés et envoyés à l'enfouissement. Et ce qui arrive, c'est que la question des plastiques, elle est complexe parce que le plastique peut être fait, comme Rachel le mentionnait, de dérivés pétroliers, mais peut être fait aussi de ressources renouvelables. Mais peu importe de quoi il est fait, une fois transformé en plastique, ça reste un plastique. Donc, s'il est abandonné dans l'environnement, même s'il est fait d'une matière renouvelable, ça devient un déchet de plastique qui peut aboutir dans une narine de tortue. Donc, il y a encore une problématique à cet égard-là. Et ce plastique-là ne se dégradera pas plus rapidement qu'un plastique traditionnel et il va s'accumuler, se bioaccumuler dans l'environnement, donc va être ingéré par des espèces animales, etc. Donc, quand on regarde des options compostables, c'est beaucoup plus facile quand on est dans les emballages de papier, de fibres et de carton, parce que c'est de la matière ligneuse qui va se décomposer. Et quand on parle de plastique, on n'est pas dans la matière organique. Donc, c'est intéressant de regarder pour faire des plastiques faits d'autre chose que de dérivés pétroliers, mais de les rendre recyclables. Parce que ce qu'on veut, c'est pas les retrouver dans l'environnement. Ces matériaux-là, on veut les transformer pour aussi réduire notre exploitation de ressources, même si elles sont renouvelables. Parce qu'il y a des enjeux actuellement. Là, on parlait de l'Amazonie où il y a des incendies en ce moment. Donc, on dit que le poumon de la planète actuellement dégage plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Donc, il faut vraiment faire attention à cette exploitation-là aussi. Là. Oui. Ça, parce que peu importe de quoi est fait la ressource, finalement, elle provient d'une matière première. C'est quand même fou, là, Geneviève, ce que tu viens de dire, que les emballages qui se disent compostables ou biodégradables, on les voit de plus en plus dans les plats pour emporter, par exemple. Moi, cette semaine, j'en ai eu 2-3 fois là, des emballages qui étaient dits plus verts. Là. Mais c'est ça, de réaliser finalement que ça demeure du plastique, même si c'est supposément compostable ou biodégradable. Est-ce que je peux faire un plug pour un film? C'est un des meilleurs films que j'ai vu dans cette discussion de pollution de plastique. C'est un film canadien, un documentaire par CBC Gem. Ça s'appelle Plastic Wars. Tout le monde au Canada peut le regarder live. Là. C'est incroyable. Ça parle très honnêtement du système de recyclage et les mythes de pourquoi les petits 3 flèches ont commencé, pourquoi ça crée tellement de confusion. Puis c'est vraiment intéressant, comme je ne veux pas tout dire, là, mais c'est vraiment juste important de se souvenir que le mot recyclable et le mot recyclé, c'est vraiment différent. Parce que si on veut tout est recyclable, mais ce n'est pas dans les municipalités qui ont les technologies existantes et il y a plusieurs pays qui manquent tellement d'infrastructures. Fait que les entreprises vont continuer à en produire, dire toutes nos, comme mettons Chevron, ils veulent faire 100% de leurs produits qui sortent de leur pétrolière, qui soient recyclables par l'année 2040. Mais c'est déjà atteint. Fait que c'est juste un bullshit. Pardon. Je vais m'arrêter. C'est un greenwashing qu'on pourrait dire. Pour être un peu plus poli. Oui, recycled, si on concentre sur recycler, là, ça encourage que les entreprises garantissent le cycle de vie du produit va revenir, va être recyclé. C'est ça qu'on veut savoir et c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va améliorer le système de recyclage. Sans ça, on restera toujours dans le greenwashing que Geneviève dit et je suis vraiment...
Ça, c'est pourquoi j'ai opté pour quelque chose plus fort comme refill et réduction à la source. Parce que moi, j'étais dans les festivals, puis j'ai bu plein de bouteilles. Puis là, les sacs de recyclage qui quittent ou mélangés avec des plastiques, toutes sales, différentes couleurs, ben là, ça marche. C'est trop de travail, c'est trop d'efforts, c'est trop d'impact. Alors, pourquoi juste last option, dernière option recyclée? Mais la première chose, c'est réduire et réutiliser. Là, c'est sans doute. Tu sais, si on pense un peu on voit beaucoup dans les dernières années, les pays semblent emboîter le pas vers du bannissement des plastiques à usage unique. Là, je pense à l'Europe, l'Union européenne là, est carrément passée à un bannissement général. Trudeau aussi, de notre gouvernement fédéral, a annoncé que cette année, en 2021, je ne sais pas si c'est retardé avec la pandémie, mais on est supposé de passer à un bannissement aussi de plusieurs objets à usage unique. Geneviève, tu penses quoi de ce bannissement-là? Est-ce que c'est vraiment une solution ou on met un peu un baume pour calmer les gens qui sont fâchés ou les activistes même, puis ça ne serait pas déplacer un peu le problème finalement? Bien, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut commencer à être un petit peu plus lucide sur les enjeux qui sont à l'échelle systémique. Puis Rachel, avec son entreprise Hollande, c'est vraiment une proposition qui vient répondre à un besoin là, quand on est dans un lieu pour s'abreuver. Puis ça nécessite une réflexion puis des changements incrémentaux. Ce qui arrive actuellement, effectivement, c'est qu'on bannit à l'emporte-pièce, on fait des choix. Et quand on a, entre autres, frappé fort sur la paille de plastique en 2017-2018, bien, on a laissé le champ libre à toutes ces options qui n'étaient pas la paille de plastique qu'on démonisait, donc la paille de carton laminé, la paille en bambou. Le bambou ne pousse pas au Québec, donc il faut aussi se questionner, elle fait où cette paille-là, dans quelles conditions? La paille en aluminium, oui, la paille en verre, donc, etc., etc. Moi, je pense que je n'ai jamais vu autant de paille sur le marché que depuis qu'on a commencé à vouloir démoniser la fameuse paille de plastique. J'ai même vu Donald Trump vendre des pailles à son effigie pendant la campagne électorale. Donc, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de marketing autour de ça. Ça fait un effet wow, mais en même temps, pendant ce temps-là, il y a effectivement des problématiques qui naissent. Donc, quand on veut regarder une question de bannissement ou de voir disparaître quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que c'est le matériau qu'on veut voir disparaître ou le produit? Si c'est le produit, qu'est-ce qui va remplacer le besoin qui était répondu par ce produit-là, parce que le besoin ne peut pas disparaître non plus. Donc, il y a vraiment une réflexion qui doit être faite plus globalement en amont, puis regarder le parcours de cet emballage-là, parce qu'effectivement, quand on le bannit, qu'on n'a pas de barrière à l'entrée sur le marché, ben après ça, n'importe qui va nous offrir des solutions. On parle des plastiques à usage unique. Il y a des entreprises qui nous offrent des petits sacs pour nos sandwichs et nos crudités. Ben, elles sont des fois, comment je dirais, audacieuses dans leur communication. Donc, certaines vont vouloir contourner le bannissement de l'usage unique pour mentionner qu'on peut le réutiliser 2 fois ou 3 fois, ce petit sac-là. Donc, c'est là où on tombe dans des pièges, puis ça commence à être compliqué à appliquer la mesure de bannissement aussi que le gouvernement veut faire. Fait que je vous dirais, c'est pas qu'on est contre, c'est que souvent, c'est pas réfléchi complètement avec tous les effets pervers. Je pense aux fameux sacs à usage unique là, sur l'île de Montréal qui ont été bannis et remplacés par des sacs plus épais. Plus lourds, à 50 microns et plus, parce que l'enjeu, on disait, ils s'envolent. Donc, c'est un déchet sauvage. Mais là, ces sacs-là ont plus de plastique à chaque fois qu'il y en a un qui est offert. Donc, on n'a pas réduit grand-chose. Puis, je veux juste faire un parallèle pendant qu'on parle de sacs, mais c'est la même chose avec nos sacs réutilisables d'épicerie. Ce qu'on veut, c'est que ces sacs-là, qu'on réutilise maintes et maintes fois et qu'on lave, mais la journée où ils sont brisés, défoncés, déchirés, il faut être capable de recycler ces matériaux-là. Puis c'est ça le problème aussi, c'est que même l'offre de produits réutilisables actuellement, ils ne sont pas tous égaux en termes de gestion en fin de vie. Ma bouteille d'eau, c'est intéressant, et monomatériaux, mais il y en a d'autres où on va avoir un complexe de matériaux. Donc, ça aussi, ça devient un casse-tête. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup un plaidoyer sur l'éco-conception, sur la table à dessin, sur l'idéation, et je souhaiterais beaucoup voir des gens de ma communauté s'asseoir avec nous pour en discuter.
En effet, hein? Puis il y a une statistique aussi qui ressort souvent. Le Canada serait le deuxième plus grand producteur de déchets per capita. Selon l'OCDE, c'est une étude qui est sortie il y a quelques années. C'est quand même assez impactant de savoir que devant la Chine et même les États-Unis, le Canada, par habitant, fait plus de déchets que n'importe qui. On recyclerait aussi seulement 9% des plastiques, donc c'est quand même assez alarmant là, comme statistique. Est-ce qu'il faut avoir un peu peur de ces chiffres-là? Bien, le 9%, c'est sûr qu'il est décevant. On s'entend que c'est toute industrie confondue. Puis là, on parle beaucoup des emballages, puis c'est tout à fait louable, mais le recyclage des plastiques, des produits électriques et électroniques, c'est tout un casse-tête parce qu'ils sont des retardateurs de flammes ou d'autres types d'additifs à l'intérieur qui viennent les complexifier leur recyclage. C'est la même chose aussi dans les textiles, c'est la même chose dans les biens durables. Dans les textiles, des fois, c'est des enjeux réglementaires qui empêchent le recyclage de certains textiles, donc il faut changer à cet égard-là. Au niveau de l'emballage, il n'y a peut-être pas assez d'encadrement, donc on peut faire tout et rien avec notre emballage tant que l'intégrité du produit n'est pas affectée. On pourrait aussi parler de la mesure de la circularité qui est sortie récemment du rapport commandé par Recyc Québec où le Québec serait circulaire à 3,5 % alors que la moyenne des autres pays, même si le Québec n'est pas un pays, est autour des 9-10 % ou plus. Donc, on a vraiment beaucoup d'enjeux avec je pense qu'en tant que consommateur, parce que oui, les industries ont une grosse part de responsabilité, mais nous, on les consomme, ces produits-là. Donc, je pense qu'il faut qu'en tant que citoyen consommateur, qu'on réfléchisse à notre comportement. Pourquoi on génère autant de déchets au Canada et comment on voudrait faire mieux, puis changer notre façon, parce qu'on est champion aussi du gaspillage alimentaire. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on souhaite promouvoir là, à l'échelle mondiale, qu'on est champion là-dedans. Donc, comment faire mieux à ce niveau-là? Fascinant. Puis, il y a les fameux sites d'enfouissement aussi qui sont très, très, très remplis là, au point de bientôt déborder. Là. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont réels et il faut s'y attarder. Je comprends qu'on ait une responsabilité quand même personnelle par rapport à la pollution plastique, mais tu sais, moi, quand je vais à l'épicerie sur les tablettes, il y a très peu de vrac. Tout semble de plus en plus emballé. Là, je pense même aux tomates dans des petits sachets maintenant en plastique. Souvent, je ne retrouve pas le logo sur ces emballages-là. Y a-t-il comme des façons de trier ça un petit peu plus en tant que consommateur? Les filles, comment vous faites? Oui. Ben, comment on fait? Vous dire trouver. Il faudrait que Rachel la dévoile les secrets du documentaire anglais sur les symboles. Il y a vraiment un enjeu au niveau de l'affichage parce que le ruban de Mobius est un symbole qui est public, qui est non protégé. Donc, le symbole du recyclage veut dire tout et rien en même temps. Il n'y a pas de suivi qui est fait à cet égard-là. Puis, il faut comprendre, parce que Rachel parlait 1950, l'invention des plastiques. On est encore beaucoup dans le linéaire parce que le déchet, il vient à la fin. Donc, c'est quand tu commences à avoir beaucoup de déchets qu'on se dit « Oh, il y a un problème. » Puis là, on essaie de réduire les déchets ou de les gérer, mais on ne remonte jamais à la table à dessin. Si on génère autant de déchets, c'est parce qu'on conçoit mal nos produits, nos emballages. Donc, il y a ça. Pour le vrac, on est d'accord, mais ça va nécessiter un changement parce qu'on ne peut pas juste dire on enlève des tablettes dans les épiceries puis on met du vrac. Parce que si chaque entreprise actuellement nous offre du vrac, on va se ramasser avec des systèmes monstrueux. L'emballage va être ailleurs parce que le vrac ne fait pas disparaître l'emballage. Il faut s'assurer que quand on déballe un produit, qu'il va conserver son intégrité et sa durée de vie moyenne. On a fait une étude, nous, avec le National Zero Waste Council et Recyc Québec sur la question du gaspillage alimentaire et de l'emballage. Des pâtes alimentaires sèches, ça se met bien en vrac. Mais du fromage, des produits laitiers, moins. Le café, c'est sensible à la lumière, à l'oxydation, on va perdre des propriétés organoleptiques. Donc, il faut regarder, parce que si on déballe, il faut s'assurer que la mise en marché est adéquate pour conserver le produit de la bonne façon, parce que c'est beaucoup l'alimentaire où on retrouve encore énormément de suremballage. C'est ça, il ne faudrait pas créer plus de gaspillage parce qu'on déballe finalement. Et au même, même chose, on déballe pour le rendre en vrac, mais finalement, ce que le public consomme de vrac est quand même emballé à la source.
Oui, j'ai une expérience récente. Je ne sais pas si tout le monde qui regarde connaît un artiste très populaire maintenant. Il s'appelle Ben Van Wong. Puis il est à Montréal. Puis il construit un gros géant robinet pour faire vraiment un awareness campaign pour montrer les impacts dans plusieurs par côté de notre vie. Oui. En fait, on recevait des plastiques donnés, recyclés ou lavés ou whatever. Ils allaient dans le recyclable, mais maintenant, on les a tous collectés. Et il y avait un sac plein de comme une centaine de couvercles de salade de patates. Puis ça venait d'un magasin, un restaurant. Puis là, je me suis rendu compte que même moi, si j'amène mon propre pot pour dire est-ce que tu peux mettre la salade là-dedans, eux, il y avait des petits mini pots, des salades de patates, qui sortent de leur pot pour mettre dans leur bol pour offrir et vendre après dans un autre emballage. Fait qu'il y a tellement de niveaux d'emballage qu'on ne se rend même pas compte. Que c'est vrai. C'est un choc un peu. C'est le système en haut qu'il faut vraiment repenser. On a besoin de tellement de, pas juste innovation, mais changement de comportement, d'habitude. C'est plus là où est-ce que moi, j'aimerais voir le gouvernement encourager plus d'efforts. Pas juste dire, créer une invention, trouver un autre couvercle sans paille. OK, cool, mais ça, c'est juste... on réduit rien, là, tu sais. Ouais, on ne remet pas en question. Puis, par rapport à l'emballage, c'est beaucoup le cas dans les épiceries aussi. Ils vont recevoir des fruits et légumes en vrac, puis ils vont emballer dans des contenants individuels. Puis l'enjeu, c'est la manipulation. Là, on a les premières fraises au Québec. C'est fragile, une fraise. Ça ne reste pas très longtemps. Le panier, il est parfait. Mais l'enjeu, c'est que les gens les manipulent beaucoup. Donc, des fois, quand on veut revoir cette façon d'offrir les produits, puis c'est ce qu'on voit dans la tendance du vrac en Europe, c'est que ça prend des comptoirs services. On ne peut pas penser à chaque fois que le consommateur va toujours bien se servir, bien doser. Donc, à certains égards, c'est vraiment, comme je dis, une façon différente de penser la mise en marché et l'offre de ces produits-là. Si on voulait vraiment vendre les fraises totalement exemptes même de panier de carton, ça prendrait quelqu'un pour gérer le présentoir parce que sinon, il y aurait énormément de pertes. Puis on ne les voit pas parce qu'elles ne sont pas à la maison, ces pertes-là, mais il faut les additionner quand on parle de gaspillage alimentaire. C'est beaucoup de gaz à effet de serre, cette perte alimentaire-là. Oui, tout à fait, parce que les petites fraises, on parle d'une fraise en particulier, mais pour qu'elle se rende à l'état de fraise, elle a besoin d'être plantée, cultivée, beaucoup d'eau, beaucoup d'amour aussi, puis jusqu'à ce qu'elle se rende à notre assiette carrément. Fait que... Oui, puis il ne faut pas penser que parce qu'on a un compost à la maison qu'on se dit « Ah, je ne l'ai pas mangé, au moins, oui, elle va aller au compost, mais idéalement, elle a poussé, donc il aurait fallu qu'elle serve à nourrir quelqu'un. Il ne faut pas non plus des fois, on se déculpabilise avec notre bac de recyclage, la même chose avec le compost, faut pas... donc, vraiment, effectivement, il faut revoir ça et il faut le faire en collaboration. Je pense qu'il y a des expertises en amont, au niveau municipal, au niveau de la gestion en fin de vie, des gens comme Rachel qui ont cette passion, qui se sont dit, je ne veux pas concevoir un nouveau produit, mais je pense que j'ai besoin d'offrir quelque chose d'une autre façon, très, très audacieuse pour les festivals, les espaces publics. Donc, c'est ça qu'il faut pousser. Mais on est encore dans une approche très mercantile où les investisseurs vont demander, est-ce que c'est rentable? Parce que quand on convertit une fontaine d'eau en un service, on vend moins à l'unité. Donc, il faut réfléchir à ça. Moi, c'est ce que je pousse aussi aux entrepreneurs. Tu veux mettre en marché un nouveau produit, est-ce que c'est un de plus ou tu vas vraiment faire contribuer à ce changement sociétal qu'on souhaite? C'est ça, puis ça me fait rebondir justement, Rachel, ton approche, tu parlais d'un artiste là, qui fait de la sensibilisation avec le robinet géant. Ça fonctionne, tu sais, ça vient vraiment toucher les gens. Je pense que l'art, la culture a vraiment une place là-dedans pour passer des messages. Mais toi, dans ton entreprise, dans le fondement, tu as vraiment une mission aussi de sensibilisation. Tu travailles très proche des jeunes et du public. Comment on met en marché une entreprise à vocation sociale comme ça? C'est un enjeu pour question finance. Comme Geneviève a dit, j'ai pas d'investisseur à ce moment-là parce qu'il ne peut pas me backer pour
faire leur retour en investissement. Fait que c'est tough, mais il faut prendre un peu le côté activiste. Et moi, j'ai l'expérience dans ça. Je travaille toujours pour un OBNL à Los Angeles qui est un des pionniers dans le plastic pollution. Il s'appelle le Five Gyres Institute. Fait que là, après, avec cette expérience, j'amène ça à mon entreprise et c'est vraiment movement. Il faut créer un mouvement, une campagne. Il faut pour rejoindre ces jeunes-là, pour leur éduquer. Je pense qu'ils sont assez éduqués. C'est pas il faut qu'on les enseigne quelque chose de nouveau, mais c'est juste leur rendre intéressant, cool. On est partenaire, par exemple, avec une campagne qui s'appelle BYO Bottle. C'était créé par Jack Johnson. Fait que lui, il rapproche tous les vendors, les fournisseurs des festivals, les artistes, pour qu'un artiste chante au-dessus du stage et dit « Hey, moi, j'ai ma propre bouteille, moi, je fais pas d'impact. Je fais moins d'impact sur l'environnement. » Fait que des choses comme ça pour attirer l'intérêt. Et c'est ça, un peu, ça devient comme juste naturel pour les jeunes, pour amener leur propre bouteille dans un festival où est-ce qu'il va faire 40 degrés. Et là, tu vas arriver sans ta bouteille d'eau. C'est comme, non, avant, peut-être pour nos parents, c'était attendu qu'il y aurait peut-être une bouteille à acheter parce que le convenience et le confort, c'était quelque chose du passé, je crois. Maintenant, j'espère qu'on pense plus collectif. Et spécialement après l'année qu'on a eue dans le monde global. On prend des décisions pour le bien-être de tout le monde et on sait que si on veut aller faire un party, c'est plus fun de le faire sans le vidange et tu as de l'eau pour s'hydrater. C'est vraiment, c'est un why not? Like, je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu ça l'aspect que j'essaie d'apporter à l'entreprise. Comme le concept est tellement simple que ça en devient tellement évident, mais pourtant, on génère énormément de plastique à usage unique justement dans les festivals. Il y a une statistique, Rachel, qui est intéressante. Combien de bouteilles d'eau tu as détourné de chez AGA en 2019? C'est ça, c'était en 2019. On avait juste 3 prototypes. C'était le début. Il y avait comme une dizaine de fontaines d'eau, mais moi, juste mes 3 stations avec 6 robinets chacun pendant 3 jours. On a fait le calcul en économiser 85 000 bouteilles. Et ça, dans le volume de sacs de vidange ou de recyclage, comme on veut le voir, c'est un déchet, là, ça s'en va quelque part. On a réduit à peu près 566 sacs avec juste nos 3 stations. Fait imagine l'impact qu'on peut avoir si on rend ces stations qui sont des simples fontaines, mais on les rend comme plus intéressants, plus esthétiques, plus beaux. C'est vraiment le but, c'est de rapporter une valeur, des choses qui vaut la peine. Si on garde ça toute sale et caché dans un coin, ben personne va le valoriser, personne va prendre soin de ça. Il va y avoir un gros boot de Coca-Cola avec tous les marketing cool. Puis c'est ça qui va gagner. Fait qu'il faut vraiment, il faut rapporter quelque chose qui compte, qui s'importe pour nous, plus dans l'œil public. On se souvient tous de l'abreuvoir à l'école primaire ou secondaire qui était bien caché en porcelaine avec un petit jet où il fallait se mettre la bouche très proche de l'embouchure. Mais je pense qu'on est loin de ça. Maintenant, ils installent même des robinets pour remplir les bouteilles d'eau des enfants dans les écoles. Fait que ça, c'est génial. Puis je peux vous dire que même en période de pandémie, les profs ont usé de créativité. Ils se remplissaient des pichets pour remplir les bouteilles dans les classes, pour éviter que les enfants aient se contaminer à l'abreuvoir à cause du système des bulles. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait de ce côté-là, puis je trouve ça vraiment bien. Il faut juste donner la peine de se remettre en question, puis de bouncer des idées, puis de se dire, OK, ben ça nous nécessite un petit effort, on va changer, c'est un changement d'habitude des fois, donc on n'a peut-être pas le réflexe, mais c'est ça qu'on souhaite faire. Puis la mise en marché des produits, ben, c'est pour beaucoup. Puis je pense que si on veut réduire les emballages, les entreprises doivent collaborer, doivent penser des solutions communes avec des matériaux sur lesquels on a convenu de travailler et ramener l'emballage à keep it simple. Tu sais, le green ou le gray est devenu green là, parce que tu sais, des plastiques recyclés, des fois, c'est pas très cute. Puis là, on va le mettre noir pour le rendre plus marketing, puis là, on ne le rend pas recyclable. Donc,
il faut vraiment amener cette transformation-là. Il faut beaucoup de collaboration parce que on le dit et tout le monde, ce qu'on veut, c'est le produit qui est à l'intérieur. Donc, l'emballage, il joue un rôle, puis ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il atterrisse sur la plage. Donc, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. On ne veut pas que ça reste même sur la rue à Montréal, Non. Je veux pas que ça reste à côté de mes autos, mais mes enfants, mon petit bébé va grandir bientôt, il va jouer dans le parc et quand je passe en avant, je vois plein de déchets de Dairy Queen, puis ça m'inspire à changer vraiment nos habitudes, à changer l'éducation un peu, à améliorer plus ce sujet pour que ça soit plus optimistique et plus excitant et plus collaboratif et c'est ça que moi j'espère pour le futur. Tu sais, avec la pandémie, justement, là, qui est en train de s'amoindrir, puis on dirait que les mesures deviennent un petit peu plus lousses. Justement, on a vu dans les dernières semaines, ben, on l'a vu aussi l'année dernière en Gaspésie. Dans les parcs. Oui, exactement. Tu sais, là, on dirait qu'il y a comme plus de filtre, là. C'est comme, là, on se déconfine, c'est la fête, c'est positif. Mais les gens laissent vraiment beaucoup d'ordures derrière eux, là, comme si c'était plus important. Y a-t-il comme quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là pour toucher un petit peu plus les jeunes, justement, puis leur rappeler qu'un déchet, ça ne disparaît pas? Moi, je vois deux choses dans la situation actuelle. Je vois d'abord des gens qui étaient un peu tannés, effectivement, du confinement et des mesures de restriction et qui disent « Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de respirer. » Oui, tu peux respirer, mais tu n'es pas obligé d'abandonner ta caisse de 12 dans le parc avec tous tes déchets. Je pense qu'il y a un enjeu d'offre, de dispositifs de collecte dans les parcs. J'ai d'ailleurs moi-même été dans un parc qui nous distribuait des sacs de poubelles. Je trouvais ça vraiment décevant parce que la majorité des choses qu'on consomme vont être recyclables, mais il n'y a aucun dispositif de recyclage dans plusieurs parcs. Donc, déjà, il y a un enjeu, puis les poubelles débordent. Ça, c'était déjà un problème. Oui. Mais je pense qu'en tant que citoyen consommateur, on essaie des fois de mettre la responsabilité sur un autre. Ah, je le ferai une autre fois. Tu sais, on le sait quand on prend des résolutions pour se remettre en forme ou bien manger. Mais la question de la génération des matières résiduelles, c'est la même chose. Moi, des étudiants à l'université, je les ai amenés visiter des centres de tri. Et je peux vous dire que des étudiants, la première fois que je l'ai fait en 2007, qui ont été complètement renversés et qui m'ont dit « Moi, je ne serai pas un designer qui va concevoir un nouveau produit. Je m'en vais, après mon bac, faire une maîtrise en environnement puis je veux faire d'autres choses. » Donc, il y a eu vraiment, mais quand la poubelle est loin de nous, quand c'est loin de nous, ben, on a tendance à s'en déresponsabiliser. C'est pas mon problème. Donc, je pense qu'il faut s'assumer là-dedans. C'est pas quelque chose de facile chez l'humain. C'est pas facile, mais c'est aussi le système autour de nous qui facilite pas, comme tu dis. Il y a des sacs d'ordures dans un parc, c'est pas ça la solution, c'est comme un short-term fix. Mais si on met plus d'incentives sur, comme, si tu amènes ta propre tasse de café dans un café, maintenant, ils te donnent juste 25 sous, quelque chose de rabais. Ça, c'est pas assez. C'est pas assez front and center pour vraiment dire « Hey, tu peux sauver 1$ sur ton café si tu rapportes ton propre tasse. » Là, ça va changer beaucoup. Ouais. Là, il y aura moins de café, déchets de café dans les parcs. Et là, les municipalités qui sont vraiment, ça tombe tout sur eux. C'est terrible. Les entreprises peuvent créer qu'est-ce qu'ils veulent, puis les municipalités doivent tout le ramasser. Ça fait pas de sens du tout. Fait que rapporter un peu d'incentive aux consommateurs et même aussi encourager le consommateur à en parler plus, dire à ton meilleur café, parle à tes épiceries, dis pourquoi c'est comme ça, moi j'aimerais un autre contenant ou j'aimerais un autre service. Là, pourquoi tu n'as pas de robinet là-dedans pour remplir ta bouteille? C'est vrai. Il y a tellement il faut, le mot en anglais, je dis, c'est comme empower the individual, parce que si on ne parle pas et on accepte comment la situation est, ça va être très dur à changer, même pour les villes. Puis, ce qui est intéressant, tu parles du verre à café, tu sais, il y a quelques années, il y a la Vague qui, au Québec, a développé la tasse, qui est un système un peu communautaire. Et cette tasse-là, en plus, ce qui est beau, c'est qu'elle est fabriquée au Québec. Elle est monomatériau, quand je parlais tantôt, là, en polypropylène. Donc, on a une tasse qui est durable, mais qui peut briser. Donc, une fois brisée, ben, c'est un matériau qu'on récupère et qu'on peut recycler. Donc, cette réflexion-là est vraiment intéressante et à force de faire collaborer les cafés, ben, ça facilite aussi le retour de la tasse. Donc, il y a vraiment quelque chose, mais dans cette approche-là, si on y va chacun pour soi,
chacun son dispositif réutilisable, on va démultiplier, ça va devenir complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut, si on va chez McDo, si on va chez Tim Hortons, ou si on va au Café du Coin, c'est parce qu'on aime le café et l'expérience gustative. Donc, l'emballage nous permet mais c'est pas pour ça qu'on y va. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de penser que tout le marketing passe par l'emballage. C'est vraiment un travail important à faire en ce moment, là, avec les équipes marketing dans les entreprises, mais je dirais avec les agences, avec vraiment toute la sphère très médiatique aussi qui va chercher des petites bribes. Là. On bannit la paille, donc ça fait un bel article de journal, mais on ne parle pas de tous les effets pervers par la suite. Donc, ouais, c'est ça. Et j'aimerais, même si, regarde, je remplis des bouteilles là, d'eau et je veux éliminer la bouteille, mais même si un jour, une grosse entreprise, une grosse compagnie d'eau, pétillante, n'importe quoi, un Coke, quelqu'un qui veut utiliser ma structure pour offrir et pour éliminer l'emballage, ils peuvent mettre leur pub dessus ma station. Et là, c'est un super pro image pour eux. Et là, ça enlève des profits, c'est sûr. On est transparent, ça enlèverait les profits parce que la vente de la bouteille d'eau, ça va plus loin, mais c'est quelque chose de systémique qu'il faut qu'on encourage pour vraiment voir un changement. C'est vraiment, on sent que les solutions sont pas simples, mais il y en a vraiment à toutes sortes d'envergures. Finalement, autant en tant qu'individu, on peut choisir de réduire, mieux consommer aussi, se munir de réutilisables. Autant qu'il faut quand même que la politique emboîte le pas. Je suis contente de voir qu'autant de ton côté, Rachel, il y a de l'entrepreneuriat, autant songer à essayer de trouver des solutions puis à toucher le public avec la sensibilisation. Et Geneviève, comme toi, qui développe de nouveaux produits en éco-conception, qui travaille de pair avec les entrepreneurs, mais aussi avec les gouvernements pour faire changer la donne. Selon vous, la piste de solution pour un mot de la fin, ça serait quoi? Bien, tu viens un petit peu de le mettre, en tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement écoute les solutions des expertises comme la mienne et d'autres joueurs pour avoir des meilleures balises à l'entrée. Puis, je parle pas de réglementation où on veut aller vérifier ce que l'entreprise fait à chaque respiration, mais c'est plutôt de mettre un cadre pour être plus optimal sur la mise en marché des produits, puis pouvoir éliminer ce sur quoi on travaille, mais de façon volontaire depuis des années. Donc, si on veut réduire les déchets, c'est pas de fermer le robinet une fois que c'est mis en marché, mais c'est vraiment de remettre en question en amont. Ça nécessite quand même un effort important de ce côté-là. Et je dirais, ben c'est sûr, pour moi, c'est l'éco-conception. Donc, c'est d'aider les entreprises à éliminer les fausses bonnes idées, puis à pousser celle qui est la plus intéressante du point de vue environnemental, social et économique. Mais pour nous, la question de l'empreinte environnementale, elle est fondamentale, et la question de la gestion en fin de vie. Donc, comment concilier les deux? C'est pas inné non plus pour les entreprises, même comme pour les Coca-Cola qui ont une mission de mettre en marché des breuvages. Donc, travailler dans les vidanges, c'est une industrie en soi. Donc, quand même, Coca-Cola, ils ont quand même quelques années d'expérience devant eux, mais pour d'autres entreprises, c'est vraiment tout un casse-tête. Mais d'avoir la discussion en amont, puis de la faire en groupe. Et pour toi, Rachel? Ouais, c'est un peu la même chose qu'elle a dit. C'est vraiment juste d'encourager plus de tests. On est des humains, on va pas avoir une solution pour tout. Fait il faut le regarder par secteur avec des experts. Si les gens pour les textiles, vas-y, et les gens pour les breuvages, vas-y. Moi, je trouve ça que ça va vraiment les déchets dans les océans avec les filets de pêche. Ça, il y a tellement de choses là, qu'il faut qu'on règle à séparer. Maintenant, on connaît le problème en gros, mais sépare premièrement. Et après ça, met en place des tests. C'est pas juste innovation qui va nous sauver, mais teste des choses, teste et encourage les habitudes, des changements de comportement, des impacts sociaux. Il y a pas beaucoup de subventions dans le gouvernement pour ça. Et je trouve qu'ils mettent plein de choses pour l'invention, innovation, mais l'impact social, ça perd de valeur. Oui, je suis tellement d'accord, absolument. Innover, ce n'est pas une forme de progrès. Il faut que cette innovation-là puisse atterrir. Donc, il faut, comme Rachel l'a dit, la tester, la valider, la corriger. Ça se peut que ce soit bien, mais il ne faut pas juste financer l'innovation parce que c'est cool de financer l'innovation.
Tout à fait. Puis je rajouterais à ça peut-être s'encourager à apporter des changements, que ce soit avec nos amis, notre famille, essayer d'influencer positivement les gens autour de nous à prendre des meilleures habitudes, parce qu'on le sait, c'est pas simple, mais on peut vraiment faire une différence dans notre quotidien. Bien, merci beaucoup les filles d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. J'espère que la discussion vous a un peu aidé à démystifier certains mythes autour de la pollution plastique. Ben, sur ce, je vous souhaite une super journée mondiale de l'océan. C'est la dernière journée du festival aussi de la Semaine de l'océan Québec. Ce soir, on a une conférence à 19h, une classe de maître avec Robert Michaud qui va nous en apprendre un petit peu plus sur les belugas. Donc, je vous donne rendez-vous à 19h. Merci. Merci. Bonne journée de l'océan. Bye!